ذاكرة بريس تي في 24. الأخبار على مدار الساعة. Le fonctionnement de cette, si vous voulez, de cette modalité d'enseignement des langues via la plateforme Rosetta Stone. Alors, vous allez voir que seulement 1432 qui sont vraiment des apprenants dynamiques sur la plateforme. Je reviendrai sur les tenants et aboutissants de la chose. En volume horaire, vous avez ce tableau donc, qui est là. Et à ma grande surprise, parce que on considère que les étudiants sont beaucoup plus intéressés par les smarts, mais nous voyons ici qu'ils utilisent beaucoup plus les PC. C'est plus les 2/3 qui utilisent leur PC, et c'est une bonne chose. Je vais vous dire pourquoi par rapport aux tests, etc. Parce que le smart ne donne pas beaucoup de fonctionnalités et ça peut les pénaliser en matière d'évaluation et en matière de test de positionnement. Le test il est très très important, et donc je vous prie ici de réfléchir ensemble et de mettre un dispositif. Mais qui n'ont pas suivi justement ces formations. Alors jusqu'à maintenant, nous avons reçu 4 certificats de l'AUF pour les enseignants qui ont suivi donc, les premières sessions. Et enfin, on a eu une formation, enfin c'est Makazi, donc il a organisé donc, des formations durant cette année, donc au premier semestre de cette année, au profit de 274 enseignants et gestionnaires de la plateforme au niveau des établissements. Et là aussi, il y a des départements qui ont joué le jeu, si vous voulez, et d'autres établissements donc, qui n'ont pas pu, ou les enseignants de quelques établissements, ils n'ont pas rejoint donc, ces formations-là, et auxquelles on demande à tout le monde, ceux qui sont formés, d'informer les autres et de former les autres, et comme ça, on aura une chaîne qui se développera beaucoup plus vite. Presque prêt, donc il est en phase de finalisation. Il est moins avancé que celui consacré donc aux langues. Alors ces référencés, bien sûr, ils vont aider les enseignants-chercheurs lors de la scénarisation donc, de leur module, et ça va leur servir bien sûr. Ce qui a été fait, et en parallèle, je rejoins le discours de M. Gilles pour adresser les cordiales salutations aux collègues qui ont travaillé d'arrache-pied pour mettre en place une vision et une approche des langues, je dirais novatrice. Donc je vous laisserai voir un petit peu ici, je focalise rien que sur une année du travail sur la plateforme Rosetta Stone. Alors, nombre d'apprenants actifs sur la plateforme. Le total, c'est à partir de septembre 2020 jusqu'à aujourd'hui, disons, le 14 juillet. Alors, ce qui est bien, c'est que nous avons déjà un certain nombre d'étudiants parmi le total nombre d'actifs qui sont dans un niveau très satisfaisant. Il y a eu une formation de 54 enseignants aux soft skills avec l'USAID en 2019. Donc c'était dans la formation de formateurs de Jahil prêt pour l'emploi. Donc c'était sur 2 périodes de 5 jours. On a organisé aussi une formation de 26 enseignants aux soft skills avec l'Université de Lyon 3 en 2020. Donc il y a eu des séances de formation de 3 jours. Une autre formation à l'ingénierie pédagogique avec Enalux en 2020, où 30 enseignants ont suivi donc, ces formations de 2 jours. Il y a aussi la formation avec l'AUF. On a eu 4 sessions, 3 sessions sont déjà passées, où à chaque fois 3 enseignants dans notre université ont assisté donc, à ces formations à distance. La 4e session, elle est en cours. Elle a commencé le 15 juin et elle va finir le 15 juillet. Alors là, j'ouvre une parenthèse, c'est qu'à chaque session, il me demande de leur envoyer 3 langues. La première fois, c'était avec l'approbation, avec les chefs des établissements. Et nous voulons, notre volonté, c'est qu'il y ait le grand maximum, sinon la totalité des étudiants qui vont l'utiliser. Parce que quand même, l'année dernière, quand on a vu des chiffres vraiment très très maigres, c'était quand même désolant, parce que la plateforme est déjà là. Et donc, je reviens au test. Le test, il détermine non seulement le niveau des étudiants, mais il les oriente en matière de contenu. Je souligne cette phrase. Parce que, ayant passé le test, certains étudiants me contactent et me disent « Monsieur, nous avons un niveau primaire de langue, etc. » Et si on a le temps pour vous montrer ça, il y a des étudiants qui ont passé le test d'1 heure
ils l'ont passé en moins d'1 minute, je ne sais pas comment, en 47 secondes. Et c'est normal, donc ils vont remplir les cases, ils vont se trouver avec des exercices d'adjectifs, de grammaire, etc. Or, je donne un exemple rapidement. Moi, je suis étudiant en biologie. L'essentiel pour moi, c'est qu'il y ait un travail qui se fait de manière scientifique, rationnelle, et un travail efficace pour arriver à des résultats, parce qu'il y va de l'avenir de nos étudiants. J'insiste aussi sur l'autre point, qui est la formation continue des étudiants. Juste ici, je vous dis par rapport à ce travail qui se fait, à partir de novembre, Inch'Allah, quand le centre ouvrira ses portes, nous aurons un laboratoire qui va renforcer encore ce travail des étudiants par rapport à la langue, et aussi donner l'occasion aux enseignants de langue de plancher sur la question de manière beaucoup plus concentrée. Parce qu'on manque de moyens, et je crois que là, au niveau du centre, on aura cette occasion pour travailler dans ces nouveaux paradigmes et assurer les fonctions d'intercommunication comme on le sait. Les autres niveaux, hein, donc les débutants, faux débutants et intermédiaires, B1, B2, nous avons quand même un public intéressant au niveau du public intermédiaire. Ça va faire un petit peu plus de 1000. Et donc, selon le niveau si vous voulez, de classification internationale, et nous, on suit le cadre européen, le fameux CECA. Juste entre parenthèses, il y a un volume complémentaire. Et ce qui est ajouté dans ce volume complémentaire publié par l'Union européenne n'est pas loin de ce que fait l'équipe de STAS. Sincèrement, vous pouvez voir un petit peu les produits qui ont été faits et vous allez vérifier par vous-même. Alors revenons maintenant aux travaux des étudiants sur la plateforme. Nous avons la distinction selon les niveaux. Alors, un pourcentage important de niveau, je dirais, d'intermédiaire à avancé. Alors que le niveau basique, il est situé à 26%. Et ce que j'ai appelé ici étudiants dynamiques, parce qu'il y a certaines contraintes techniques, certaines contraintes pédagogiques, que nous sommes là en train de réfléchir nous tous, et on va vous présenter notre vision des choses. Pensez-vous que l'enseignement à travers les cours télévisés est efficace? La réponse est non. Et ça concerne les cours de la télévision. Toujours les cours de la télévision, la durée consacrée à chaque cours, suivi des cours à distance ou en visioconférence, c'était Zoom en premier lieu, il y avait Google Meet en deuxième lieu, Jitsi avec eux, et d'autres moyens, c'est-à-dire les autres plateformes. Quel moyen? C'est pratiquement moitié-moitié, 47% 18 et 52%, 53% 19. Existe-t-il une équipe à disposition des étudiants pour toute assistance technique? Malheureusement, la réponse est non. On dit que les étudiants cherchent une assistance technique et on ne la trouve pas. Les cours à distance de l'université Saint-Premier, 66% 18, donc les deux tiers oui et un tiers non. Pensez-vous que l'utilisation de la plateforme, c'est-à-dire la plateforme Moodle, elle est très facile, ou la plus efficace pour l'enseignement à distance? Alors, c'est des idées, Zoom, Google Meet, Zoom, non, c'est Zoom et Google Meet qui reviennent très souvent. Les outils de l'EAD disponibles, c'est des supports, c'est-à-dire les ressources que les étudiants utilisent ou qu'ils ont sur la plateforme. Pour l'enseignement à distance, vos enseignants ont-ils organisé une visioconférence durant le premier semestre de cette année? Il y a pratiquement 65% qui déclarent que non. Donc, on peut considérer que 35% qui considèrent que leurs enseignants ont eu recours à l'enseignement à distance. Il y a à la fin donc l'environnement, comme vous le savez, on ne sait jamais comment ça va se produire avec la conjoncture. Donc, espérons qu'il y aura plus de présentiel l'année prochaine. Nous prions Dieu à ce que ça s'arrête là au niveau de cette épidémie, mais rien n'est garanti. Il faudrait encore préparer cet environnement hybride à la fois pour le présentiel et pour assurer les cours en ligne. Et donc voilà, je vous remercie si j'ai un petit peu abusé de votre temps. C'est illogique en principe si on considère. Mais là, ça veut dire que c'est des étudiants qui utilisent à la fois le téléphone portable et le PC portable.
Alors, concernant la connexion, elle est autoformée à l'Internet. Alors, 58% utilisent le Wi-Fi, 40% pratiquement le 4G ou 3G, et le reste, 13% n'ont aucune connexion. Les PDF, et puis il y a des enregistrements audio, il y a des enregistrements vidéo, mais le plus important, c'est soit des PDF ou Word, ou encore des réseaux sociaux, c'est-à-dire ce qui est partagé sur Facebook et les réseaux sociaux. Alors, les cours sur la télévision, suivis des enregistrements faits sur la télévision, nous avons 57% d'étudiants utilisent un PC portable, 5%, soit 6%, utilisent un PC fixe, et le téléphone portable, c'est pratiquement celui qui est le plus utilisé. Il est pratiquement à 77%. Le reste, les tablettes, etc., c'est des pourcentages à peu près. Mais déjà, on peut tirer un constat que les étudiants utilisent plus le téléphone portable que les autres. Alors, certains beaucoup utilisent un messager, et le plus utilisé, c'est les visioconférences. Vous avez la plateforme Gallery qui est pratiquement à 36%, donc on peut dire que Moodle n'est pas utilisé au niveau qu'on souhaite au niveau des universités. La visioconférence est utilisée aussi. Vous avez une question concernant la technologie. Non, existe-t-il une coordination permanente avec l'enseignant de la matière? C'est pratiquement moitié-moitié, 44% disent oui et 56% disent non. L'enseignement à distance modifie-t-il votre manière d'apprendre? Là, la réponse est oui, pour 80% pratiquement. Pensez-vous que l'enseignement à distance contribue à améliorer l'enseignement? C'est un peu contradictoire. Là, la réponse c'est non, pour 75%. Personne n'est bien entendu, tout en gardant l'anonymat. Et des informations concernant la formation suivie par l'étudiant, des informations concernant quels moyens technologiques dont dispose l'étudiant, des questions concernant le taux de réalisation des cours programmés cette année, des questions concernant les cours suivis sur la télévision, et des questions concernant la pratique d'apprentissage de la vie, puis enfin des questions d'ordre général concernant la vie de l'étudiant des étudiants. Alors, concernant le genre, c'est-à-dire quel type de personnes, Des choses, je ne suis pas en train de défendre parce que la plateforme elle est là et il a tous les moyens pour se défendre. Mais en tant qu'enseignant, j'ai cette expérience et je vois donc voilà où le problème il est situé. Et je passe maintenant aux établissements rapidement. J'ai mis le NCG, donc et la FSC en astérisque, juste pour vous montrer une petite chose. Parce que je sais qu'il y a un excellent travail qui est en train de se faire, mais malheureusement, il ne se reflète pas. Et c'est pareil pour les établissements, à l'instar de l'I2S. Donc excusez-moi si je n'évoque pas tous les établissements, mais je sais qu'il y a tout un travail qui se fait. J'aimerais bien continuer sur cette voie et renforcer ces éléments. Et c'est pareil aussi pour les doctorants. Les doctorants aussi, il y a je dirais une demande assez... Alors, certains craignent que ça remette en cause les cours en présentiel, remettre en cause les examens, rendre les programmes infaisables. Je ne vais pas tarder beaucoup pour rester devant
du temps horaire, quels sont pour vous les avantages que l'on peut tirer de l'enseignement à distance? Alors, pratiquement 47% d'étudiants pensent que ça développe l'économie des étudiants, et le reste, c'est partagé à l'essentiel, etc. Alors, quels moyens technologiques dont vous disposez pour suivre l'enseignement à distance? Alors, beaucoup utilisent Zoom, Google Meet, ou on trouve le Jitsi quelque part. Donc, Zoom il est beaucoup utilisé au niveau de l'université. La répartition en termes d'établissement. Nous avons la FST qui est représentée par pratiquement 43%. La faculté des sciences politiques et de politique par 18,19%, pratiquement 17%, plutôt 19%, et de même, avec le même taux, la faculté d'économie et gestion qui est pratiquement à 19%, et les autres établissements avec des pourcentages un peu moindres. Peut-être que ça s'explique par le fait que c'est des établissements à accès ouvert avec plus de participants. Le diplôme suivi. Alors pour chaque question, vous avez le nombre d'étudiants qui ont répondu réellement. Sur les 1006, il y a 1005 qui ont répondu par exemple. Et on voit que la licence pendant longtemps qui est placée en premier lieu, puis en deuxième lieu on trouve le DUST et les autres de formation, d'autres pourcentages. Suivant les années, pratiquement les 3 années de licence sont pratiquement au même niveau, vous avez 35%, 45% et 20%. Première année, deuxième année. 160 étudiants dynamiques, mais vous avez 1408 qui ont passé le test. Donc, je ne sais pas vraiment, le décalage, il est situé à quel niveau, peut-être les collègues vont expliquer ça mieux que moi, mais j'aimerais bien qu'il y ait plus d'investissement en matière de rentabilité et de travail sur cette plateforme. Parce que comme je l'ai dit, il est toujours là. C'est pareil aussi par l'AFC. Vous avez un pourcentage de 59,3% d'étudiants qui sont actifs et qui sont très dynamiques sur la plateforme, chose qui est déjà qui est favorable par rapport à ça. Et donc, certainement, on aura l'occasion de revenir peut-être avec plus de concentration et de détails sur les informations et sur les tenants et aboutissants de l'ensemble de ces éléments. Mais juste ici, vous avez un petit peu une idée globale sur le travail qui est en train de se faire au niveau de chaque établissement. En résumé, je dirais plus de suivi pédagogique en matière d'accompagnement des étudiants. Et il y a de nouveaux défis qui sont là et face auxquels nous sommes en train de faire un travail collectif en la matière pour accompagner cette nouvelle génération d'étudiants qui sont entre guillemets des natifs du numérique. Ça veut dire qu'ils sont des gens qui sont familiers avec le numérique. Il faudrait les intégrer à travailler en auto-formation pour qu'il y ait, si vous voulez, cette vocation-là. Les équipes, elles sont là, mais j'aimerais bien qu'il y ait encore de renforts des équipes au niveau des établissements sur le plan technique et sur le plan pédagogique pour encore toucher plus d'étudiants et être à l'écoute des étudiants qui ont des difficultés. On est là pour les étudiants, pour les accompagner et pour les impliquer dans le processus, quelle que soit la الذاكرة بريس تي في 24 الأخبار على مدار الساعة.